depuis la fin de l'année 2018, on observe un net et franc dégel diplomatique en faveur de la Syrie. Alors qu'un grand nombre de pays dits amis de la Syrie, qui étaient soit dans le camp occidental, soit dans le monde arabe, avaient rompu leurs relations diplomatiques avec Damas à la fin du mois de mai 2012. C'était en réaction au massacre de Oula, qui était une opération sous faux drapeau, on peut le dire aujourd'hui. Un certain nombre de ces pays sont en train d'essayer de renouer des relations avec la Syrie. Alors ça a commencé à la fin de l'année 2018. On a observé un rapprochement avec la Jordanie, le Soudan, les Émirats arabes unis, l'Égypte, fin 2019. Le gouvernement libyen basé à Benghazi depuis début 2020, alors ça, il ne renoue pas des relations, mais c'est quand même des relations qui se nouent et qui ont une importance. Plus significativement, parce que c'était quand même inattendu, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn à la fin 2021 et cerise sur le gâteau, si vous me passez l'expression. Tout récemment, on a observé une première esquisse de rapprochement avec la Turquie. On peut signaler aussi qu'il y a quelques pays européens qui se sont manifestés par rapport à cette tendance. Donc on a eu la Hongrie, ça c'était fin 2019. On a aussi la Grèce et la Serbie à la mi-2021. Et on a l'Italie au début 2022. Alors c'était à des degrés divers, ce ne sont pas un rétablissement des relations diplomatiques en bonne et due forme, mais en tout cas ça dessine clairement une tendance. Donc dans ce contexte, effectivement, organiser un débat sur le rétablissement ou le renouveau des relations diplomatiques entre la France et la Syrie, c'est une question qui peut se poser. Et donc, voilà, par rapport au colloque qui est organisé par l'Académie de géopolitique, ça a vraiment du sens. Alors dans cette première intervention, je vais m'efforcer d'évaluer les conditions du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et la Syrie, qui est très loin d'aller de soi, même en considérant les récents exemples saoudiens et turcs. Il y avait une partie de votre intervention qui invitait à l'optimisme. Je m'excuse par avance, je ne vais pas être très optimiste. Voilà, bon, mais après tout, on est dans l'analyse. Alors si sur le court terme les circonstances semblent favorables, et si sur le long terme il est inévitable que ces relations soient rétablies, comme la France a fini par se réconcilier avec l'Angleterre ou avec l'Allemagne, bon, qu'importe les conditions, mais en tout cas ça a eu lieu, tôt ou tard, dans 100 ans, dans 1000 ans, ça aura lieu. Je vais montrer que même les premiers pas d'une réconciliation sont pour le moment à peu près inenvisageables pour un ensemble de raisons que je vais exposer. Alors je vais commencer par rappeler déjà 12 années de ce qu'on pourrait appeler une diplomatie médiatique entre la France et la Syrie. Une diplomatie médiatique, c'est-à-dire que les relations ont été rompues, mais par médias interposés, il y avait quand même des déclarations tonitruantes, alors d'abord de la France, mais en réponse de la Syrie. Je pense que ça va permettre aussi de retracer le fil de ces 12 années de guerre et de voir en fait d'où l'on vient. Voilà. Donc, oui, après, j'évoquerai, dans un second temps, j'évoquerai aussi quelque chose de plus grave. En fait, c'est tout ce que la France a, on va dire, à se reprocher ou se faire pardonner, non pas comme mots, insultes, injures, mais comme prise de position et actes d'ingérence qui ne peuvent être considérés comme des éléments inacceptables pour la Syrie. Et j'essaierai d'être optimiste quand même un peu à la fin et j'évoquerai 2 scénarios qui, vous verrez, c'est très improbable, mais bon, ça existe, donc pourquoi pas. Alors allons-y. 12 années d'échanges verbaux houleux entre dirigeants français et la présidence syrienne. Alors les dirigeants français, plus que dans tout autre pays, sont allés très loin dans l'insulte, l'invective, la menace, sous 3 présidents différents pendant près de 12 ans. Ces tombereaux d'injures déversés sur le président Bachar al-Assad et son régime, entre guillemets, constituent à coup sûr un puissant repoussoir du point de vue syrien à un rétablissement des relations diplomatiques en l'absence d'excuses formelles, qui se font toujours attendre. Alors je vais revenir sur quelques déclarations fracassantes des dirigeants français et des ministres des Affaires étrangères et de réponses du président Bachar el-Assad sur un mode assez sarcastique. Je pense que certains d'entre vous souriront à certaines phrases que je vais ressusciter. Alors c'est chronologique. Alors 26 avril 2011, Nicolas Sarkozy, donc ça c'est limite, on a l'impression que c'est il y a des siècles, Nicolas Sarkozy, en marge d'un sommet franco-italien, dénonce la brutalité inacceptable du régime syrien. Je cite, « Nous sommes aux côtés des peuples arabes dans leur aspiration à la démocratie et à la liberté. C'est un changement historique, c'est un tournant majeur dans la politique étrangère de notre pays, et c'est un changement dont nous assumons toutes les conséquences. »
15 février 2012, son ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, harangue les Européens. Bachar el-Assad tombera. Il devra rendre compte du massacre de son peuple. Bon. Là aussi, ça paraît être à des siècles de distance. 18 août 2012, donc là on a changé de président, donc là c'est on passe à François Hollande, et avec un ministre des Affaires étrangères qui laissera une trace dans l'histoire, dans la mémoire des dirigeants syriens. Donc il va dire à la frontière syro-turque, dans un camp de réfugiés syriens, une phrase appelée à devenir célèbre: Bachar el-Assad n'a pas le droit d'être sur la terre. Ce qui quand même, au niveau diplomatique, je pense que c'est une phrase qui a dû laisser des traces, et qui en laisse encore. Avançons dans le temps, on passe à août 2013, donc le 23 août 2013 a lieu le massacre chimique de la Ghouta dans la banlieue de Damas, qui est immédiatement imputé avant toute enquête à l'armée syrienne. Donc énorme pression sur Damas, de toutes les chancelleries occidentales et dans les pays arabes. Et bon, alors là, il y a des centaines de citations, j'en ai juste pris une, c'est celle de François Hollande, à la conférence des ambassadeurs, donc ça c'est le 27 août, toujours un bon point de repère de la conférence des ambassadeurs, à cette période de l'année. Voici ce qu'il dit: tout porte à croire que c'est le régime qui a commis cet acte abject. Aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de rechercher la réponse la plus appropriée aux exactions du régime syrien, une fois achevé l'essentiel de la mission d'enquête des Nations Unies. Donc vous voyez, l'enquête a déjà été faite pour lui. La France est prête à punir ceux qui ont pris la décision effroyable de gazer des innocents. Alors quand même, petite pause ici, ça paraît ancien s'il y a 10 ans, mais si la manœuvre avait réussi, soyons certains qu'elle aurait débouché sur une campagne de bombardement massif sur les modèles irakiens et syriens, et au meurtre ou à l'exécution du président Bachar el-Assad et des principaux dignitaires syriens suite à une parodie de procès. Nous connaissons l'histoire et le destin de Saddam Hussein et de Muammar Kadhafi. C'est très probablement ce qui serait passé. Et on peut imaginer que Bachar el-Assad garde une rancœur extrêmement profonde de cet épisode. 3 décembre 2014. Alors, la parole à Bachar el-Assad, donc je ne me rappelle plus le contexte, donc après avoir critiqué la mise sur pied de la coalition internationale contre Daesh, donc là on était en juin 2014, il lance cette petite pique contre François Hollande. Je ne le connais même pas. Je ne suis ni l'ennemi personnel ni le rival de Hollande. Je pense que c'est plutôt Daesh qui est son rival, puisque leurs cotes de popularité sont très proches. L'exécutif français actuel œuvre à l'encontre des intérêts du peuple syrien et de ceux du peuple français. 28 septembre 2015. Alors là, il y a eu une évolution de la propagande anti-syrienne. Là, on est passé à ce qu'on appelle le ni Bachar ni Daesh, c'est-à-dire qu'on les met dos à dos. Et bon, c'est dans ce contexte. Donc voici une citation encore de Hollande. On connaît la 70e Assemblée Générale de l'ONU à New York. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas parce qu'un groupe terroriste, allusion à Daesh, massacre lui aussi, qu'il y aurait finalement une forme de pardon ou d'amnistie pour le régime qui a créé cette situation. J'en vois qui déploient tous leurs efforts pour incorporer Bachar el-Assad. Mais ce serait une énorme erreur de coopérer avec le gouvernement syrien et ses forces armées, car on ne peut pas faire travailler ensemble la victime et le bourreau. J'avance de 2 années dans le temps, et là je vais donner 3 citations de Bachar el-Assad. Quand je parlais de diplomatie médiatique, c'est une interview qu'il a donnée à, je crois, c'est les 3 grands médias français. Il y avait Europe 1 et... non, c'est pas TF1, et Le Figaro, oui, ça doit être ça. Bon. Alors c'est une très longue interview, très intéressante. Première citation, on lui évoque la possibilité d'une mission d'amnistie internationale en Syrie. Il répond: est-ce que vous accepteriez, si vous le demandez à votre gouvernement, qu'une délégation syrienne soit envoyée chez vous pour enquêter sur les raisons pour lesquelles votre armée, sous Nicolas Sarkozy, puis sous François Hollande, a attaqué les Libyens et tué des dizaines ou des centaines de milliers d'entre eux? Est-ce que nous pouvons aller enquêter sur l'argent que Sarkozy a reçu de Kadhafi? Deuxième citation. Et là, on entre dans vraiment le reproche principal qui est formulé contre la France. La politique de la France, depuis le premier jour, a consisté à soutenir les terroristes en Syrie et à être directement responsable des tueries dans notre pays. Ce sont eux qui le disent. Je ne les accuse pas. Ils ont dit à plusieurs reprises avoir soutenu la guerre. François Hollande a même récemment déclaré que cela avait été une erreur de ne pas avoir déclenché la guerre en 2013. Alors récemment, en fait, il le fera tout le temps, et plus tard. Et même au procès des attentats, il le dira. Ça, c'était en 2021. Ce sont eux qui ont dit qu'ils envoyaient de l'armement à ceux qu'ils appelaient des groupes modérés, et qui sont en fait des terroristes. Ce sont eux qui l'ont dit, pas moi. Les Américains ont tenu les mêmes propos, les Français aussi.
Alors si vous revenez aux déclarations de vos dirigeants durant ces 2, 3 ou 4 dernières années, vous trouverez bien plus d'une déclaration faite par des responsables français. Ils s'accusent eux-mêmes. Troisième citation, on le relance sur François Hollande. Bon, là ça va être encore sarcastique. Il ne s'agit pas de moi ni de lui. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Je ne l'ai jamais rencontré. Pour être franc, je ne me soucie aucunement de lui avec ses 11% de popularité, ce qui, je pense, s'appelle toucher le fond, comme jamais aucun de ses prédécesseurs dans l'histoire de France. Voilà. 2017, nous changeons de président, et là, on a l'impression qu'il va y avoir un changement. Alors, on ne connaissait pas encore Emmanuel Macron et le sens qu'il fallait prêter à ses déclarations. Il est juste à quelques heures d'un Conseil européen à Bruxelles, il dit « Le vrai aggiornamento que j'ai fait sur ce sujet, c'est que je n'ai pas énoncé que la destitution de Bachar el-Assad était un préalable à tout, car personne ne m'a présenté son successeur légitime. Il y a deux priorités. Un, la lutte absolue contre tous les groupes terroristes. Ce sont eux nos ennemis. Deux, la stabilité de la Syrie, car je ne veux pas d'un État failli. » Alors, aggiornamento, pas aggiornamento. Bon, très vite, en fait, la ligne va changer. Il faut plutôt revenir à son angle initial. Septembre 2017, le même Macron, lors d'une conférence de presse, après son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, « Bachar el-Assad, c'est un criminel, il devra être jugé et répondre de ses crimes devant la justice internationale. » Bon, tant pis. 20 avril 2018, donc ça c'est juste, c'est 6 jours après le bombardement effectué par le Royaume-Uni, l'Angleterre et les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, donc contre 4 sites du pouvoir syrien. Alors, je ne me rappelle pas les villes, je crois que c'était du côté de pardon. Je ne me rappelle plus. C'était près de Damas. D'accord, d'accord. Voilà, donc on évoque dans la foulée le fait qu'il faut rendre la Légion d'honneur reprendre la Légion d'honneur à Bachar el-Assad. Bachar el-Assad devance cette demande et explique qu'il rend cette décoration. Et le communiqué se justifie par le fait que la participation de la France à l'agression tripartite aux côtés des États-Unis et du Royaume-Uni contre la Syrie le 14 avril. Il n'est point d'honneur pour le président Assad de porter une décoration attribuée par un régime esclave des États-Unis qui soutient des terroristes. Je terminerai par une dernière citation. Donc là, on est en mars 2022. Les propos sont de Nicolas de River, le représentant permanent de la France à l'ONU, au Conseil de sécurité. C'est une longue intervention. Voici un extrait. « Les violences sexuelles constituent une pratique systémique du régime. Bachar el-Assad s'est rendu coupable de crimes de guerre. Ignorer ces crimes, c'est remettre en question la possibilité d'une paix durable. C'est la raison pour laquelle la France s'oppose aux efforts de normalisation. La réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe ne mettra pas fin aux ingérences extérieures ni à l'instabilité régionale. » Là, vous voyez, déjà, ils anticipent le coup d'après en disant non, nous n'en voulons pas. La France continuera son combat contre l'impunité. Les responsables de tous les crimes devront répondre de leurs actes. Sans solution politique, les positions françaises comme européennes sur la levée des sanctions, la normalisation et la reconstruction demeureront inchangées. Bon, le pouvoir français, comme on le voit, jouer, comme en Libye, le rôle d'aboyeur en chef de la coalition des amis de la Syrie, ce que la Syrie pourra difficilement pardonner comme si de rien n'avait été, en particulier le président Assad, qui a été continuellement la cible d'injures et de menaces pendant près de 12 ans. Alors l'autre problème, et j'en viens à la deuxième partie, c'est que le pouvoir français n'a pas seulement à se faire pardonner des insultes et des menaces, il devra aussi lâcher du lest tout ou partie sur un nombre impressionnant d'actions d'ingérence hostiles où il s'est compromis jusqu'au cou. Et là, c'est beaucoup plus grave. Alors je vais passer en revue ce que j'ai appelé, c'est une formule, les 7 péchés capitaux de la France par rapport à la Syrie. En fait, je pense qu'il y en a plus, mais je me suis arrêté à 7. Et, au moins pour la formule, et bon, peut-être que... Enfin, de toute façon, on n'a que 20 minutes, donc il faut faire bref. Alors, premier péché, la livraison d'armes, effectivement, aux combattants modérés ou fanatiques, ça dépend, publiquement assumé à plusieurs reprises. Ça a été rappelé maintes et maintes fois par le pouvoir syrien, Bachar el-Assad. Et effectivement, François Hollande l'a reconnu lui-même. 2. Soutien total de 2011 à 2023 aux sanctions économiques qui asphyxient la Syrie et empêchent son redémarrage. Sanctions décidées dès l'année 2011 et qui ont été aggravées par la loi César votée fin 2019, dont parlera Lucien Cerise juste après, au Congrès des États-Unis.
Il faut voir que donc il a été dit que la France ne veut pas de l'arrêt des sanctions, et elle se justifie ainsi. Si on va sur le site diplomatie.gouv, en 2022, ils expliquent la prorogation des sanctions par le fait qu'après plus de 10 ans, je cite, de guerre en Syrie, le régime syrien demeure le principal responsable de la crise humanitaire en Syrie, où 13 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire d'urgence. Ce qu'on appelle une inversion accusatoire. Troisième péché, le soutien constant aux Kurdes FDS, des forces démocratiques syriennes, à l'est de l'Euphrate, sous le haut patronage du criminel de guerre Bernard-Henri Lévy, avec le projet avoué d'y créer un État autonome. C'est ainsi qu'en septembre 2017, la porte-parole du Quai d'Orsay, Agnès Romatet-Montagne, une proche collaboratrice de Laurent Fabius, n'a pris aucune pincette pour afficher l'objectif, je cite, « Dans le processus de rétablissement de la stabilité à Raqqa, il est indispensable de créer un État légitime et efficace pour gérer la ville. La France est en train de débattre sérieusement avec ses alliés au sein de la coalition internationale anti-Daesh, et cela est l'une de ses priorités. » Alors imaginez seulement, c'est un scénario imaginaire, hein, que l'Espagne ait envahi la région Aquitaine et annoncerait publiquement sa volonté d'en faire un État autonome. Et en plus, cette région serait par ailleurs celle où on trouve tous les puits de pétrole du pays. Est-ce que la France accepterait de renouer avec l'Espagne sans excuse, sans abandon d'un tel projet? C'est évidemment impossible, ça n'a pas de sens. Quatrième péché, le maintien de l'aide alimentaire à la zone d'Idlib via une résolution des États-Unis, des Nations Unies, zone qui est maintenant sous perfusion, et cette région donc, qui échappe encore aux autorités syriennes, avec toute la partie qui est à l'est de l'Euphrate. Alors, malgré les campagnes de reconquête entamées en 2019 et qui portaient le nom de Aube d'Idlib 1 et 2 et qui ont permis de reconquérir au sud d'Alep la ville de Khan el-Assal et à l'ouest de l'autoroute M5 les villes de Marat Nouman et Asaké. Donc il s'agit, alors c'est présenté comme une opération humanitaire dans laquelle on met des milliards, mais dans les faits, pour les autorités syriennes, c'est une ingérence, parce qu'il s'agit d'une région qu'elles veulent absolument récupérer. Cinquième péché, alors ça paraît pas forcément évident, donc c'est la mise en place d'un mécanisme judiciaire sous l'égide du pôle génocide, créé en 2010, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, conjointement avec l'Allemagne, qui permet d'intenter des procès sur le sol français à des présumés sbires du régime syrien. Alors, cette mise en place est cohérente avec les accusations perpétuelles portées pendant la dernière décennie contre le régime syrien, accusé de crimes contre l'humanitaire. Mais bon, voilà, ça ne peut être considéré que comme une manifestation d'hostilité. Voilà, poursuivre des Syriens en France. Voilà, donc ce mécanisme judiciaire. Sixième péché, alors là on se rapproche de la période actuelle, c'est l'empêchement du retour des réfugiés dans leur pays natal. C'est un gros problème de la Syrie, qui s'est vidée de sa population, qui a besoin de main-d'œuvre. Là, il s'agit essentiellement d'une campagne médiatique où on explique que la Syrie est encore à feu et à sang, qu'il y a des sévices sexuels, qu'il y a des tortures, que c'est impossible de retourner. On peut parler aussi, là ce serait plutôt de l'Allemagne, c'est des campagnes de naturalisation massive. Et donc ça aussi, ça peut être considéré comme une politique qui se poursuit à l'heure actuelle, qui est extrêmement hostile, et de l'ingérence. J'en viens au septième péché capital, et là on est dans la période actuelle. Ce n'est pas directement relié contre la Syrie, mais c'est un puissant obstacle au rétablissement des relations diplomatiques. Et bien, tout simplement, la France se retrouve dans la guerre en Ukraine, de nouveau dans la position d'aboyeur, avec des déclarations hystériques. Et là, on se croirait se retrouver aux premières heures de la guerre en Syrie. Une position anti-russe extrêmement affirmée. Et bien, voilà, on est dans un jeu d'alliance. Donc la Syrie a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Et de fait, la Syrie et la France se retrouvent dans deux camps qui sont complètement opposés. Donc là, pour l'instant, en fait, c'est le jeu des alliances avec un risque de troisième guerre mondiale, et ça ne plaide pas en faveur de l'optimisme quant au rétablissement des relations internationales, des relations diplomatiques. Bon voilà, alors pour toutes ces raisons, ça me semble improbable, sinon impossible. Alors je vais terminer par deux scénarios rapidement, avec deux scénarios qui sont plutôt positifs. Bon, peut-être tout n'est pas si désespéré. Alors le premier scénario, ce serait ce que j'appellerais l'effet de groupe. Bon, même si vous êtes mal vu dans un groupe, que vous ne réussissez pas trop à vous intégrer,
bon, bah, si les gens sont en train de faire quelque chose dans leur coin, bah, vous avez au bout d'un moment, vous n'allez pas rester tout seul. Donc on peut imaginer que si par exemple la Syrie rejoint la Ligue arabe et qu'un nombre croissant d'États, alors on ne pense pas au Royaume-Uni, on pense qu'on peut faire une croix aussi sur la même, mais si un nombre croissant d'États renoue des relations diplomatiques, qu'il puisse y avoir un effet boule de neige qui amène la France par mimétisme à vouloir rétablir ses relations. On peut imaginer aussi que des États avec lesquels elle est alliée, comme de longue date ou de fraîche date, comme le Liban, l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, puissent servir d'intermédiaires dans l'amélioration des relations. Bon, mais je me répète, hein, ça me semble très improbable pour l'instant, mais pourquoi pas. Voilà, un principe de réel politique, effet de groupe, effet boule de neige et truchement d'intermédiaires. Un peu comme on a vu le Hezbollah jouer un rôle important dans la réconciliation entre la Syrie et le Hamas. Donc ça c'était en 2021, 2022, je ne me rappelle plus exactement. Mais bon voilà, le Hamas qui avait pris position contre le régime syrien. Contre les autorités syriennes, a pu quand même se réconcilier, mais ils ont dû quand même présenter des excuses officielles, sinon ça n'aurait pu être le cas. Alors, je reviens à mon deuxième scénario, qui me semble exagérément optimiste et encore plus improbable, mais pourquoi pas rêver. La politique de la France est de plus en plus irrationnelle. Autant ça ne parle pas à la majorité de la population de la position de la France par rapport à la Syrie, parce que c'est un peu lointain. Mais les décisions irrationnelles touchent de plus en plus maintenant des questions de politique intérieure. Et des gens commencent à se poser de plus en plus de questions. On a observé la répression féroce, la diabolisation et la répression féroce des Gilets jaunes en 2018-2019. La gestion calamiteuse de la crise de la Covid 2020-2021. Avec un effondrement, une mise sous perfusion de l'économie, la mise en place du pass vaccinal en janvier 2022 et la radiation des soignants, pompiers, pilotes, militaires. Et plus récemment, sans doute, une aggravation de l'état économique du pays avec la montée en flèche des prix de l'énergie, notamment à cause de la calamiteuse hier en Ukraine. Donc on peut imaginer que peut-être que d'ici quelques années ou assez rapidement, on va peut-être observer en France, non pas en Syrie mais en France, un changement de régime. C'est-à-dire pourquoi pas imaginer un changement de régime en France où la caste au pouvoir, politique et médiatique, qui constitue un frein extrêmement puissant au rétablissement des relations diplomatiques, et là on parle d'une révolution, hein, il faut bien le dire. Eh bien, si jamais, avec une espèce d'armée française libre, on pourrait imaginer ce genre de scénario, hein, et un Conseil national de transition français, alors j'imagine soutenu par des pays étrangers qui ne seront pas les États-Unis. Hein. Si ça se met en place, eh bien, je pense que d'un coup de baguette magique, bien des problèmes seront résolus. Hein, et ce qui apparaît pour aujourd'hui comme une quadrature du cercle, eh bien, se fera comme un enchantement. Hein. Et peut-être comme échange de bons procédés, si jamais ils nous demandent de traduire certains dirigeants, on va dire, en justice devant des tribunaux syriens pour crimes de guerre, eh bien peut-être que comme premier indice d'un renouement des relations, ça pourrait être une première base de travail. Voilà, je m'arrêterai là.